Alors, je souris tout à l'heure quand Paul Correa me dit qu'il veut un président citoyen qui respecte la loi. Mais vous savez qu'à l'Assemblée nationale, notre règlement intérieur, lui-même, il est faux. Il est faux. L'honorable Monteil qui est là, avec nous, dans notre coalition ML2 2024, Théodore Monteil, quand j'ai eu ce document, j'étais tellement surpris, je me suis dit peut-être que j'ai mal compris, je vais quand même m'assurer que j'ai compris. Et j'ai demandé à Chérif Monteil, j'ai demandé à une soirée, Doudouade, etc. Mais est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Eux, ils m'ont dit, vous avez vu ce que j'ai vu. En tout cas, on a échangé. Et en fait, voilà ce qu'ils ont fait, pour vous dire comment les Sénégalais travaillent. Vous savez que le président de la République s'est réveillé un beau matin, il a supprimé le poste de Premier ministre. Donc, il convoque l'Assemblée nationale pour que dans la Constitution, on modifie évidemment le poste, le Premier ministre dans la Constitution. Et par ricochet, l'Assemblée nationale s'est réunie, alors en 2019, pour, dans le règlement intérieur, enlever tout ce qui touche au Premier ministre. C'est ce qui est normal dans un état de droit. Alors, le président décide de rétablir le poste de Premier ministre. Il convoque l'Assemblée nationale pour ça. Alors, ces braves gens de Benno Bokk Yakaar sont ou paresseux, ou inconscients, ou légers, ou les trois à la fois, pour dire que ce n'est plus la peine de convoquer l'Assemblée nationale et de remettre dans l'Assemblée nationale tout ce qui touche au Premier ministre. Alors, voilà ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et ils nous ont distribué un règlement intérieur où quelqu'un a décidé, à la place de l'Assemblée nationale, de l'écrire lui-même dedans. Et c'est extraordinaire. Voilà comment nos dirigeants actuels, les Benno Bokk Yakaar, ont du respect vis-à-vis de la loi, du respect vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Alors qu'ils ont largement la majorité, il suffit de convoquer les gens, ils vont voter les changements et les introduire dans le règlement intérieur au lieu de le faire de manière subrepticement, en nous le distribuant comme ça et en disant, bon voilà, vous allez continuer à travailler avec ça, et ça continue jusqu'à présent d'ailleurs. Alors, vous dites qu'il faut mieux se contenter finalement d'un service minimum, d'avoir un président citoyen qui respecte la loi. À mon avis, ça devrait être le cas, c'est un minimum. Et on doit pouvoir aller, à mon avis, plus que ça. Parce que, voyez-vous, la haute trahison, on peut en donner un contenu concret. Des éléments de haute trahison, je pense que nos juristes peuvent nous aider à les formuler. On sent bien comment, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, une autre trahison de la part de décisions prises par le président de la République ou alors ou ses ministres. Et à mon avis, le point de départ, ça devrait être ça. C'est possible de le faire. En tout cas, moi, j'ai m'y engage. Je n'ai pas peur de me l'appliquer moi-même. Je le dis et je le répète. Je n'ai nullement l'intention de quitter le Sénégal après d'être président de la République. Et donc, nous devons nous efforcer de respecter les Sénégalais, de respecter nos devanciers. Quand on a une profondeur de l'histoire du Sénégal et de ceux qui l'ont constitué, lorsqu'on a la chance de pouvoir peser sur le destin du Sénégal, je crois que c'est une chance extraordinaire. Et cette chance seule suffit, à mon avis, à servir dans la dignité et dans l'honneur et dans la grandeur et dans la responsabilité citoyenne également, son peuple ou sa nation, pour parler de manière plus globale. Et on doit aller de l'avant sur cette question-là. Mais également diminuer le pouvoir du président de la République dans les domaines des ressources minières naturelles. Évidemment, la terre, le foncier, Madame Diouf, fait partie des ressources naturelles. C'est la ressource naturelle d'ailleurs la plus importante. Au Sénégal, nous sommes confrontés à un véritable problème. C'est Macky Sall lui-même qui parle de bombes foncières. Il paraît que tous les rapports qu'il reçoit des services de renseignement, la plupart du temps, lui parlent des difficultés, des problèmes fonciers qu'il y a dans les communes. Voilà.
de bombes foncières ou de mines foncières. Et le principal responsable en est bien entendu Amadou Ba, directeur général des impôts et domaines, qui a été à la base des lois foncières de 2011 et de 2017. Vous y verrez une expression, vous les juristes, vous aurez nous expliquer ça, on parle de titres assimilés dans le domaine foncier. Alors, c'est la porte ouverte, effectivement, à ce que nous assistons aujourd'hui, à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, et qui est que, si ça continue comme ça, votre génération n'aura peut-être aucune chance d'avoir du foncier. Et donc, il y a une course à l'accaparement du foncier au Sénégal. Je parle même de l'existence maintenant d'une bourgeoisie foncière dans ce pays, et donc qui pense que l'accumulation par le foncier est évidemment la voie la plus rapide pour avoir de l'argent. Et quand ils ont de l'argent, ils ne savent même pas quoi en faire, puisqu'ils les amènent dans les flux financiers illicites à Dubaï ou ailleurs, donc renforcer l'épargne des pays déjà riches, alors que nous avons besoin d'épargne ici pour investir. Justement pour nos jeunes. Alors, moi je propose que les jeunes, lorsqu'ils acceptent de se marier et de rester dans leur mariage au moins 2 ans, et à partir de ce moment-là, on leur donne un titre foncier, on leur donne du foncier quelque part au Sénégal, pas forcément à Dakar, parce que dans notre plan de développement, on ne peut pas imaginer une région de Dakar continue à avoir 80% du PIB. Il faut vous imaginer le Sénégal demain avec une région de Dakar à 15 millions d'habitants. Moi, je ne sais pas comment on va vivre ici. Et c'est donc dès maintenant, moi je le proposais déjà depuis 2007, mais on ne m'a pas écouté, mais c'est dès maintenant qu'il faut engager courageusement, sérieusement, l'émergence de nouveaux pôles de développement. Et c'est possible. À partir de ce moment-là, eh bien, le foncier, dans ces zones-là, devrait être attractif pour que des jeunes acceptent d'y s'installer, de travailler et de construire des logements. Voilà une proposition que je fais. Moi, j'ai proposé également qu'on sépare maintenant les impôts et les domaines, vu les dégâts causés par Amadou Ba. On ne peut pas continuer à avoir une direction des impôts et des domaines. Nous proposons un ministère chargé des domaines, qui sera sous la responsabilité peut-être du Premier ministre ou du ministre de l'économie, je ne sais pas, mais en tout cas, qui aura la charge spécifique de traiter la bombe foncière dans notre pays. Courageusement, nous allons y arriver parce qu'effectivement, nous avons besoin du foncier pour faire des hôpitaux. Nous avons besoin du foncier pour faire des écoles et des universités. Nous avons besoin du foncier même pour le transport. Nous avons besoin du foncier pour construire des bâtiments et des entreprises et des usines. Et donc, ce foncier-là, il faut pouvoir le libérer, il faut pouvoir l'obtenir dans les différents pôles régionaux de développement pour pouvoir, évidemment, accueillir des personnes, comme je dis, des fonciers pour des logements, etc. Et donc, vraiment, la question foncière, elle est fondamentale. C'est d'ailleurs la question la plus importante de cette présidentielle 2024. Et donc, beaucoup de gens qui veulent être présidents veulent défendre des positions foncières. Et dans ce pays, nous avons besoin des réformes pour que les choses soient remises à l'endroit. Vous savez que cette question foncière a été importante au début de l'indépendance du Sénégal. Et ce n'est pas par hasard que le président Senghor a décidé de dire « je vais créer un domaine national ». Un domaine national qui couvrait pratiquement presque tout le territoire du Sénégal, puisque ceux qui avaient des titres fonciers n'étaient pas nombreux. Et puis, il avait bien défini des domaines publics à la fois maritimes. Vous avez vu comment ça a été saccagé à Dakar ici. Et puis, le domaine public fluvial, etc. Donc, il avait pris ces dispositions-là pour, évidemment, empêcher l'accaparement du foncier, etc. Et le domaine national a été géré de manière, en tout cas, prudente, notamment par les Baba Karba, etc. Mais à partir de l'an 2000, eh bien, on a ouvert les vannes et aujourd'hui, vous constatez ce que vous avez constaté. Les jeunes, ça va être difficile si ça continue comme ça, que vous ayez du foncier. Alors, la question du PSE et de l'emploi des jeunes, je vais évidemment
il me demandait de parler du PSE. Le PSE, en dehors de la communication très belle qui est faite, si vous regardez dans le fond, ce sont les documents de réduction de la pauvreté que nous discutons avec les bailleurs de fonds depuis. Ça a pris plusieurs noms. Avant, c'était la dimension sociale de l'ajustement, etc. Après, on a parlé de réduction de la pauvreté. C'est ce document-là qui est régulièrement discuté avec les bailleurs de fonds, qui a été repris par Macky Sall, et il y a rajouté 27 projets phares. C'est ça le PSE. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec le PSE. Parce que je considère que discuter avec les bailleurs de fonds, c'est bon, mais c'est mieux quand on sait ce qu'on veut. Alors, ce qu'on veut, c'est quoi? Ça a été écrit noir sur blanc dans la charte de gouvernance des assises nationales de Ninour. Il nous faut passer à l'industrialisation planifiée du Sénégal. C'est le consensus de tout le monde, y compris de ceux qui sont dans Benno Bokk Yakaar aujourd'hui et qui dirigent Benno Bokk Yakaar. Ils ont signé la charte de gouvernance démocratique. Peut-être qu'ils n'y croyaient pas, mais moi j'y crois. Depuis 1996, j'avais fait le tour des pays de l'Asie de l'Est et j'ai constaté moi-même que ces pays s'industrialisaient selon des schémas bien clairs et compréhensibles par tout le monde. Alors, pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi pas le Sénégal? Et donc, si on fait une politique économique, elle doit se faire avec des objectifs d'industrialisation. À partir de ces objectifs d'industrialisation, vous définissez vos infrastructures d'industrialisation, vous définissez votre politique d'éducation en matière d'industrialisation, de formation professionnelle, d'aménagement du territoire. Voilà ce que nous proposons. Et c'est possible. C'est possible de le faire aujourd'hui au Sénégal. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre voie pour créer les emplois dont les jeunes ont besoin. C'est vrai, j'ai dit Jean-Paul Correa, mais c'est Jean-Louis Correa, avec Théodore, qui était à présence chrétienne. On a discuté de ça lors de la rédaction. On en a parlé, on a discuté, on passait des journées ensemble, surtout les mercredis, pour finaliser le rapport sur la partie économique. À mon avis, c'était clair dans la tête, en tout cas, de ceux qui faisaient le Sénégal et qui font le Sénégal. Maintenant, ça n'intéresse pas Macky Sall et Amadou Ba, ils ont leur raison, mais ce n'est pas une raison pour les suivre dans cette voie où eux-mêmes, ils disent, lorsque 300 000 jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année, ils ne peuvent pas offrir plus de 20 000 et 30 000 emplois, y compris des emplois publics, les ASP, les emplois verts, les jeunes pour aller surveiller les boutiques, etc. Si vous ajoutez tout ça, ils n'arrivent pas à 10%. Et vous voulez continuer dans cette voie-là. Je ne comprends pas. On ne peut pas continuer dans cette voie. Parce que si ces 300 000 là, vous casez 20 000, il y en a peut-être 70 000 qui se débrouilleront dans le secteur informel. 20 000 vont tenter l'aventure des barzars. Cherchez à rejoindre la diaspora. Au finish, vous avez au moins 100 000 qui ne font rien. 100 000 sur 10 ans, c'est 1 million. Mais c'est une armée, n'est-ce pas, Major Niang? Bien sûr, oui. Pour ne pas dire 2 armées, une armée, c'était en tout cas, en notre temps, c'était 500 000 combattants. Vous vous rendez compte? Vous allez laisser ici, dans la nature, 1 million de Sénégalais qui, sans éducation environnementale, sans éducation citoyenne, qui n'ont aucun respect pour les institutions et qui sont courageux, qui sont déterminés. Mais ça, c'est l'aventure. Ça, c'est le chaos. Donc, le PSE, on va le ranger dans les tiroirs.
On n'a pas le choix. D'ailleurs, le seul indicateur d'Amadouba dans le PSE, vous pouvez le lire, il dit « Moi, je voudrais doubler le nombre de gens de la classe moyenne en 10 ans. » C'est écrit noir sur blanc dans le PSE. C'est ça leur objectif. Comme eux, ils sont dans la classe moyenne, ils ont des maisons avec des ascenseurs, ils veulent doubler. Mais doubler, en réalité, ça veut dire quoi? Si vous regardez ça statistiquement, ça veut dire permettre à leur progéniture d'être dans la classe moyenne. In fine, ça reviendrait à ça. Ce n'est pas quelque chose de très élargi, en tout cas pour toute la population sénégalaise, on le voit. Alors, Major Niang nous demande de parler de l'emploi des jeunes. Il faut en parler parce que les jeunes sont désespérés. Vous avez vu les pirogues. C'est triste de voir le jeune du PASTEF, là, Papis Kara, je crois. On nous annonce qu'il est décédé, bon, traqué par les services de Macky Sall. Il a voulu prendre une pirogue et évidemment, il est décédé. Il est décédé, que Dieu l'accueille au paradis. Mais ce que je voudrais dire d'abord, une première mesure que nous allons prendre, les accords de pêche. Il faut qu'on les arrête. Parce que même le yaboy, on permet aux navires chinois de pêcher le yaboy. Alors que depuis l'indépendance, aussi bien le président Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, personne n'a accepté de laisser aux navires étrangers la possibilité de pêcher le yaboy. Mais ils prennent notre yaboy, les navires chinois, ils envoient ça en Europe pour faire la farine pour la culture de saumon. Alors, ce qui fait que nos jeunes, j'en connais personnellement, quand ils vont en mer, ils ne trouvent plus de poissons et donc sont prêts à proposer leurs services pour transporter des gens en Espagne. Il faut arrêter ce carnage. Il faut le faire dès maintenant. L'Union européenne vous donne 2 milliards de francs CFA par an. Les accords, là, c'est à peu près 2 milliards. Hein? Je ne sais même pas si ça fait 2 milliards. Mais ils n'ont qu'à garder leurs 2 milliards. Et donc, il nous faut défendre la pêche artisanale. C'est 600 000 Sénégalais qui y travaillent. 600 000. Et aujourd'hui, c'est le naufrage de la pêche artisanale. Nous avons les mesures administratives tout de suite pour prendre ça et ensuite aider, évidemment, qui est un grand pan de notre programme, tout ce qui est artisanat, tout ce qui est secteur informel, comment faire pour avancer. Et je voudrais dire qu'en ce qui nous concerne, nous voulons proposer aux Sénégalais des filières industrialisantes. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Surtout que les jeunes nous demandent de prendre du temps et de les laisser grandir. Donc, nous proposons des filières industrialisantes. Une des premières filières, je ne vais pas toutes les décrire, mais c'est tout ce qui touche à la souveraineté alimentaire. On ne peut pas prendre le risque de ce qui nous est arrivé avec la Covid, où on nous dit à un moment donné, il n'y a plus de transport maritime international. Les stocks de riz du Sénégal de 6 mois sont menacés. Et ça peut se reproduire. C'est tous les savants, tous les médecins nous disent, les virus, surtout avec le réchauffement climatique, on va en réveiller. Et des frères ou des petits frères de la Covid-19 peuvent également se manifester et mettre l'humanité en prison dans leur maison de manière acceptée, comme on l'a vu avec ce virus. Alors, à partir de ce moment-là, nous, on a dit qu'il nous faut assurer notre souveraineté alimentaire par des filières industrielles, agroalimentaires. Il y a des choses qu'on sait faire au Sénégal. Il faut les consolider. On sait faire du riz, on sait faire la tomate, du sucre, on sait faire des oignons, on sait faire des pommes de terre, du fognon, du mil sorgho, des moutons de tabaski, du poisson. Ça, c'est pour nous fondamental. Nous allons mettre nos ressources. Quand on va en guerre, on met ses meilleurs généraux et colonels. Nos meilleures ressources humaines, en tout cas les plus déterminés, les plus patriotes, vont se charger de la filière agroalimentaire. Il nous faudrait dans 5 ans nous assurer de notre souveraineté alimentaire. Et de manière transparente, on ne va pas tricher sur la production de riz. Ça n'a pas de sens.
Vous ne pouvez pas annoncer une production de riz alors que vous importez chaque année 1 million, 1 million 100, 1 million 200 000 tonnes. Ça ne sert à rien, il faut parler aux Sénégalais. Tout le monde sait que les contraintes du riz au Fouta sont connues de tous. Ce sont des contraintes foncières, mais qu'est-ce que vous voulez encore? Il y a des contraintes foncières dans le Fouta pour augmenter les superficies emblavées. Mais personne n'ose vous le dire. Moi, je vous le dis. Alors, face à tout ça, nous devons prendre courageusement notre détermination pour pouvoir assurer cette filière. Et c'est possible. Les Sénégalais savent faire ça. Une autre filière que moi, je considère qu'il faut récupérer, c'est tout ce qui touche à l'acide phosphorique et à l'engrais. Quand même, ce que le Maroc a fait avec l'OCP, avec 500 millions de tonnes de réserves, nous en avons 1 milliard. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose? Ali Ngouindiaï, pour ne pas trahir un secret, je suis allé le voir, on a discuté. Il me dit, ouais, Mamadou, le capital est international. Voilà, donc des Indonésiens, des Martiens, peuvent venir ici, prendre le capital des ICS, c'est pas grave. Nous sommes des, comment ça s'appelle encore, des libéraux ou je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais toi, tu es dans quel monde? Le capital, il est d'abord national. Quand General Motors a eu des problèmes en 2008, mais c'est le gouvernement américain qui s'est levé pour régler le problème. Vous êtes en train de rêver, ça ne se passe pas comme ça. Les Français ne s'amusent pas avec Renault et Peugeot. Alors, mais nous, on a les ICS. À un moment donné, il n'y avait qu'un seul expertise aux ICS. Je le sais bien parce que je suis ingénieur des mines, ça m'a toujours intéressé, j'ai failli travailler là-bas d'ailleurs. Quand même. Mais on a bradé ça à des soi-disant Indiens ou Indonésiens, je ne sais pas. Et aujourd'hui, c'est plein d'Indiens qui travaillent là-bas. Et les Sénégalais même peuvent perdre la capacité technique et technologique de travailler là. Donc cette filière, il faut qu'on la récupère. Il y avait beaucoup de PME, PMI autour des ICS. Et vraiment, pour ne pas être trop long et pour ne pas que mes adversaires trichent notre programme, parce qu'ils sont spécialisés dans ça, il y en a qui disent maintenant Teki Gatna, bon, sans savoir ce que c'est Teki. Et donc, M. Correa, nous mettrons le PSE de côté. On va discuter avec les bailleurs de fonds, je sais le faire, hein, je les connais tous. Donc, ce n'est pas ça le problème. Et donc, nous disons, nous avons des objectifs d'industrialisation. Nous devons donc créer les banques qu'il faut. Et on a des idées très précises là-dessus. L'organisation de filières qu'il faut. Et les entreprises, elles sont là. Et on aura un pacte de partenariat avec les entreprises qui existent et qui vont exister pour nous assurer que ces filières-là vont être les directions dans lesquelles nous allons conduire l'économie sénégalaise. Et nous sommes sûrs que nous allons créer les centaines de milliers d'emplois, cette fois-ci par l'économie sénégalaise elle-même, à travers ces filières industrialisantes et tout ce qui touche autour. Et c'est la voie pour faire du Sénégal, comme je vous ai dit, un grand pays, et c'est possible. Ce que je dis là, vous pouvez le vérifier, je n'invente rien du tout. C'est ce que les pays de l'Asie de l'Est ont fait, c'est ce que le MELES a commencé à faire en Éthiopie, et voilà. Il n'y a aucune raison qu'ici au Sénégal, si on identifie bien nos filières industrialisantes, et je vous dis, la souveraineté alimentaire est incontestable, et à partir de là, le textile, on savait faire, on a perdu, il faut reprendre la main. Voilà, tout ce qui est, évidemment, les jeunes sont talentueux dans le numérique. Je suis en train d'énumérer nos filières. La sécurité avec les FDS. Bon, d'abord, je pense qu'on a eu une dérive ces deux dernières années, fondamentalement liée à la volonté de Macky Sall de rester au pouvoir. Et en conséquence, il faut le dire, de sortir Ousmane Sonko du jeu politique. C'est ça. Donc toutes ces dérives qu'on a connues résultent de ça. Avec évidemment ces méthodes approximatives pour disqualifier un opposant, et qui conduit à ce que nous avons constaté ces dernières années depuis mars 2021. Et donc, également, comme lui, il était dans cette optique, et moi je l'ai écrit, je l'ai défendu parce que je connais Macky Sall,
c'est lorsqu'on a annoncé qu'on a des forages positifs sur les blocs de Saint-Louis et de Joal, ou de Kayar, que, à mon avis, le président Macky Sall lui-même a changé d'opinion, parce que laissé à lui-même, probablement, il aurait fait 2 mandats de 5 ans. Mais dès lors que ce pétrole et ce gaz ont été découverts, sans doute a-t-il changé de position. Et donc sa volonté donc de rester l'a amené à réprimer l'opposition, à nous réprimer, etc., à inventer le parrainage et à vouloir éliminer systématiquement Ousmane Sonko. Et voilà un peu la situation que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, dans le maintien de l'ordre, la gendarmerie n'est pas forcément bien formée pour ça. Les spécialistes nous disent qu'il y a quand même, y compris ceux qui sont de l'armée, que le maintien de l'ordre, faut ainsi, c'est une discipline à part. Et donc, je me souviens, j'avais rencontré Mesfin, le ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie. C'était au mois de mai 2005. Ils avaient eu des élections législatives très dures. Et l'opposition avait gagné, évidemment, je crois. En tout cas, les rapports que nous avions avaient indiqué ça. Et ils n'étaient pas d'accord. Alors, eux, là-bas, moi j'ai vu moi-même, avec des chars de combat, on tire sur les populations. J'ai vu ça. Demandez à Mesfin, il dit, nous n'avons pas d'argent pour acheter des gaz avec nous. Voilà. C'est une autre dimension. C'est dire donc qu'il y a évidemment des réformes à faire à ce niveau-là. Et si on arrive à revenir à l'état de droit, au respect des institutions, je pense que la paix et la stabilité, chacun va jouer son rôle. Et les FDS ne seront pas là pour réprimer des manifestants, mais au contraire veiller à la sécurité des populations. J'avais également compris dans votre question qu'il y a un problème de sécurité globale lié également au Sahel, il ne faut pas se leurrer. Et donc, dans cette bataille-là, les populations et les forces de défense vraiment doivent pouvoir travailler ensemble si on veut combattre le terrorisme. Il n'y a aucune raison, à partir de ce moment-là, qu'il y ait cette situation de défiance, de méfiance. Il faut corriger ça rapidement. Et à mon avis, c'est possible de le faire. Et si on va dans la direction que j'ai indiquée tout à l'heure. Alors, maintenant, Denis, tu nous poses une équation compliquée. Comment chasser les voleurs? Parce que c'est de cela dont il s'agit, sans pour autant que les populations disent que c'est de la traque aux voleurs. Bon. Moi, je n'étais pas d'accord avec Macky Sall, je lui avais dit, sur la CREI. Et sur cette façon de croire qu'on peut récupérer aussi facilement l'argent qui a été transféré dans les paradis fiscaux ou en Europe. On a eu l'exemple de Mobutu au Congo, on a eu l'exemple de Abacha au Nigeria. Il y a quand même une complicité internationale. Il y a toute une industrie de gens extrêmement sophistiqués du droit, qui écrivent le droit et qui l'interprètent à leur façon, et pour vous mettre des pièges dans lesquels il est extrêmement difficile si vous vous engagez là-dedans. Vous allez payer de l'argent aux avocats, les informateurs, les enquêteurs, au finish. Bon, est-ce que c'est rentable économiquement et financièrement? C'est la question, évidemment, que moi, économiste, je vais me poser. Alors, nous, quand on y a réfléchi, depuis longtemps, les dirigeants de TECI, les dirigeants également des mouvements avec lesquels nous travaillons, je salue tout le travail du Forum civil sur la question de la corruption, la veille, même les études, pour nous dire qu'on perd 2% de croissance économique, tout cela c'est important. Alors, il nous faut évidemment attaquer le problème, je pense, avec un vrai pôle financier. Un pôle financier, ça fait partie des réformes que nous proposons. C'est un peu différent de ce qu'on a voté à la va-vite à l'Assemblée nationale. Mais les magistrats ne sont pas forcément formés pour connaître ces questions financières. C'est vraiment une spécialisation. Et il faut prendre le temps de les former.
Maintenant, en attendant, le président de la République lui-même doit être justiciable sur ces questions. Être justiciable sur ces questions. Il faut qu'on soit clair vis-à-vis des populations. Celui qui veut faire de l'argent, moi j'ai l'habitude de le dire, tu crées ton entreprise. Si tu as de la chance de conquérir le marché, tant mieux, tu payes tes impôts et tu as ton argent. La politique, ce n'est pas pour ça. La politique, c'est pour servir. La politique, ce n'est pas pour ça, c'est comme l'enseignement. L'enseignement, à la limite, c'est une passion. Partager ce qu'on sait. Et si vous voulez de l'argent, vous créez une entreprise, vous inventez votre produit ou votre marché, etc. Voilà. Dans un pays, comme nous l'avons l'habitude de le dire dans notre doctrine, il y a le savoir, il y a l'avoir et il y a le pouvoir. C'est trois choses qui sont séparées, qu'il faut partager évidemment, mais c'est trois choses qui sont séparées. Et il faut respecter ça. Donc le président de la République, dans la haute trahison, je crois qu'il y a y avoir effectivement des éléments très précis sur ou des détournements de deniers publics, ou en tout cas d'accroissement inconsidéré de richesses matérielles, etc. Si les déclarations de patrimoine, on ne veut même pas les rendre publiques quand on est président de la République, quand on finit, on ne les rend pas publiques, etc. Donc tout cela doit être constitutif, à mon avis, ou de haute trahison, ou en tout cas de violation de la loi. Il faut nous aider à progresser dans cette direction-là, et tout de suite et maintenant, pour rassurer tout le monde, pour rassurer les jeunes, pour rassurer les femmes, que ce pays, on peut le diriger de manière participative. On peut y croire que nous avons un destin glorieux. C'est possible, moi j'y crois. Nos devanciers nous ont enseigné ça. Mon père même m'a dit, je l'ai dit à Salsalatou l'autre jour, comme ça, bon je le répète, un jour on va contrôler la France, nous aussi. Ne vous découragez pas. Mais moi, je ne vous félicite pas tant que vous n'avez pas fait ça. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, quand je le répète à mes enfants, évidemment, ils sont moins enclins à accepter ce genre donc ça veut dire qu'il y a une perte de comment dirais-je, il faut relever tout ça. Il faut que les gens aient confiance en eux-mêmes, en notre culture, en nos institutions. Et c'est possible. Alors, comment gérer le temporel et le spirituel? Je termine là-dessus. J'avais commencé pour évacuer la question de parler de la laïcité, mais elle n'était pas là. Pour rappeler ce qu'on avait conclu dans les assises nationales, à savoir qu'il faut être à équidistance des religions et des confréries religieuses. C'est comme ça qu'on va faire les choses. Il nous faut respecter ça et aller de l'avant. Il nous faut, à partir de ce moment-là, moi je considère, et les gens de TECI sont d'accord là-dessus, que les confréries religieuses sont des institutions sociales dans nos pays. Que le peuple veut. Le peuple veut ça. Hein. Vous leur demandez d'aller à Popenguine, ils marchent de Dakar à Popenguine. Personne ne les oblige. Le Magal de Touba, Dakar se déplace à Touba. Personne ne les oblige. Ça, c'est ça le Sénégal. Et donc, le Sénégal se construit avec ses institutions sociales et qui doivent avoir leur place. Nous avons un schéma institutionnel, mais je ne sais pas si ce sera proposé maintenant, dans lequel il va falloir, surtout sur les questions éthiques, aujourd'hui on parle de l'homme augmenté, on parle de manipulation des ADN, etc. Mais sur ces questions-là, quel est le politique qui a l'éclairage suffisant? Il nous faut l'avis documenté de ceux en tout cas, qui sont pour nous les dépositaires de cette éthique. Et cela doit se faire de manière organisée au sein de la République. Voilà en tout cas comment nous comptons gérer cette situation. Évidemment, on a parlé d'éducation. Et je suis bien placé ici pour le dire et l'évoquer avec vous.
je n'ai pas les dernières statistiques, mais quand on avait contrôlé, il y a à peu près 7 millions de Sénégalais, monsieur le modérateur, qui devraient être à l'école. 7, au moins, ou 7,5. C'est-à-dire qui ont entre 5 jusqu'à 16 ans. Mais dans l'école de la République, qu'elle soit publique, privée ou communautaire ou confessionnelle, il y a un peu plus de 3 millions. Dans les Dara au Sénégal, c'est à peu près 1 million. Donc, il y a 3 à 4 millions qui sont en dehors des structures, en tout cas formelles, d'éducation. C'est un vrai problème. Mes parents Peul qui sont derrière les troupeaux, qui grandissent derrière les poteaux, qui connaissent rien de la République, de la citoyenneté, bon, putain. Après on me dit, oui, il y a des problèmes de vol de bétail, etc. etc. Oui. Quand on n'a pas la même perception de la République, des institutions de la République, de la citoyenneté, comment voulez-vous créer cette citoyenneté dont vous me parlez aujourd'hui? Vous avez à 19 ans, 3 jeunes Sénégalais qui sortent de structures éducatives différentes, d'écoles de la République, avec tous ces problèmes que nous avons. Mais les Dara, mais également les autres, on les a appelés les Dianguisés, parce qu'ils apprennent des métiers. C'est Abdoulaye Nebo qui a trouvé ce nom-là. Peut-être s'il y en a un autre meilleur, on le prendra. Ils sont là. Et donc, le Sénégal que nous voulons construire, forcément, il va y avoir des liens entre le temporel et le religieux, parce qu'il va falloir discuter. Moi, je pense dans les Dara, d'éducation à l'environnement. Ils sont tous partie prenante de cet environnement-là. Les autres, les Dianguisés également, nous avons, nous, un programme d'apprentissage massif que nous voulons lancer auprès de ces jeunes qui ne sont pas dans ces structures éducatives formelles pour leur apprendre un minimum, peut-être de métier, un minimum de citoyenneté, un minimum d'environnement, un minimum d'institutions de la République. Et ça, c'est de manière urgente qu'il faut le faire. Et donc, les champs, pour répondre à votre question, de gouvernance entre le temporel et le spirituel existent, il faut les consolider, nous en avons largement conscience et nous devons tous travailler vers ça, parce que c'est ça la voie de la paix du Sénégal, c'est la voie de la stabilité et c'est la voie de la grandeur. Et moi, je vous appelle à la grandeur du Sénégal. Et c'est possible. Je vous remercie. Merci,